À Monaco, il y a un pays qui compte plus que les autres, c'est le grand pays ami et voisin, la France. Nouveau témoignage de la relation profonde entre les deux États, la garde républicaine a exceptionnellement défilé sur la place du Palais à l'invitation du prince lors de la dernière fête nationale. Autre témoignage de considération, la qualité de l'ambassadeur permanent envoyé par Paris en principauté. Jean d'Aussonville, énarque, a d'abord œuvré pour le Quai d'Orsay sur des dossiers stratégiques auprès de l'OTAN et de l'Union européenne, avant de prendre les rênes du prestigieux domaine national de Chambord. Où en sont les relations entre la France et Monaco? Entre amis, on peut se dire les choses. Nous sommes partis à la rencontre de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Jean d'Aussonville, à la chancellerie, pour un échange avec un diplomate raffiné, cultivé, mais aussi très direct, qui ne se dérobe pas face aux questions parfois sensibles, avec une maîtrise rare. Yann Anthony. Monsieur l'ambassadeur, comment allez-vous? Mais bien, bienvenue. Jean d'Aussonville, qu'est-ce que, en tant qu'ambassadeur de France à Monaco, qu'est-ce que vous incarnez exactement ici? Qu'est-ce que ça représente pour Monaco d'avoir une ambassade de France? L'ambassadeur représente la France, c'est-à-dire le président de la République et le gouvernement français. Et s'il y a un ambassadeur ici, ça veut bien dire que la République française reconnaît la souveraineté de Monaco. Donc avoir un ambassadeur de France ici, un ambassadeur d'Italie également, c'est très important. Parce Il n'y a que deux ambassadeurs permanents. Oui. Permanents. Et donc ça veut dire que les deux grands pays voisins reconnaissent aux yeux du monde entier la souveraineté de Monaco. Donc si je n'avais qu'une chose à faire déjà, ce serait d'être là parce que ma présence et mon rôle premier, c'est de reconnaître et de témoigner de la souveraineté de Monaco. Alors, c'est un poste sensible. Il faut se rendre compte quand même que Monaco n'est pas dans le concert des nations l'État le plus important, certes, mais en tout cas, c'est sans doute l'État qui accorde le plus d'importance à la France. Parce qu'à Monaco, la France est un pays majeur. C'est moins le cas aux États-Unis, au Royaume-Uni, même en Belgique. Mais on a toujours la diplomatie de sa géographie. Donc, comme il y a un emboîtement pour la France comme pour Monaco, il y a cette enclave territoriale. Nous avons besoin, ce qu'on dit toujours, de vivre en symbiose. On parle de la communauté de destin, qui est une très belle expression. Ce qui est bon pour Monaco, c'est bon pour la France. Si les choses allaient mal pour Monaco, c'est quelque chose qui nous inquiéterait. Par ailleurs, Monaco est un État indépendant. Et donc, un État indépendant a une voix aux Nations Unies, dans toutes les instances multilatérales. Monaco est un pays francophone. Et donc, Monaco a quelque chose aussi à nous apporter parce que nous sommes dans une période géopolitique beaucoup plus tendue, où les amis sont plus rares. Et nous sommes bien contents de pouvoir compter sur Monaco comme ami. On va revenir lors de notre entretien. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous et de mieux vous connaître. Alors d'abord, vous étiez un peu un homme de la forêt quand même avant d'arriver ici. Oui. Vous étiez le directeur général de Chambord, du magnifique château de Chambord. Chambord, c'est 4500, 5000 hectares de forêt 5540. 5540 hectares de forêt murée. 32 km de murs, qui a à peu près entre 4 et 5 siècles. D'accord. Donc ça fait un petit budget d'entretien. Voilà. Quand on passe de 5540 hectares de forêt à 200 hectares d'espace urbain, certes en bord de mer, c'est un changement. Oui, bon, moi j'ai été diplomate avant, donc en fait je reviens à mes premières amours. Et donc on a envoyé à Monaco un diplomate de métier. Et ce qui veut bien dire que Monaco compte dans la grammaire diplomatique française. C'est ça que ça veut dire. Après, Chambord est placé par la loi sous la haute protection du président de la République. C'est-à-dire qu'il y a une relation avec le directeur de cabinet du président de la République. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est de tradition à Chambord. Le Quai d'Orsay suit, est présent, mais l'Élysée a toujours suivi. Et il y a toujours eu, depuis la création de la République en France, une relation entre le président et le prince. Donc en général, vous choisissez un diplomate. C'est le cas de Laurent Stefanini, ancien chef du protocole, que le président connaît, qui est connu à l'Élysée et voilà, qui peut avoir ses entrées. Donc ça, c'était le point commun entre Chambord et Monaco.
Après, c'est sûr qu'à Chambord, vous avez 100 habitants en permanence. Donc, si vous voulez, avec ma femme et mes 4 enfants, on faisait quand même ensemble 6% de la population locale. Notre poids relatif ici a diminué. En revanche, il y avait quand même 2 millions de visiteurs par an. Donc là, il y avait un grand courant d'échange, beaucoup de monde. Et parfois des sujets comparables. La question de l'attractivité, la question du tourisme, la question de l'image mondiale d'un lieu, que ce soit Monaco, Chambord, Versailles, le Louvre, ça se pose dans les mêmes termes. Et la stratégie de Monaco, pour ça, est passionnante. C'est intéressant parce que vous parlez de lieu. Vous étiez avant dans un des symboles, un emblème, en tout cas d'un point de vue architectural aussi, de la France. Oui. Pourtant, la France, pour ses missions diplomatiques, a fait le choix, il y a, je pense, une douzaine d'années, c'était à l'époque où Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères, de vendre certaines de ses résidences, certaines de ses chancelleries à l'étranger. C'est le cas de la Villa Trotti, cette magnifique villa qui était le siège du consulat général de France, qui est juste à côté. Absolument. Et donc vous avez vendu cette villa. C'est pas un peu les joyaux de la couronne que vous vendez ? Parce qu'ici, c'est très chouette. Je ne peux pas parler, je peux pas parler de cette villa sans avoir évidemment du regret. Ce serait faux de dire le contraire. En fait, il faut revenir. Traité de 2002, traité d'amitié entre la France et Monaco. On perd la notion, on la supprime, la notion de protection. C'est le moment où Monaco accède à la pleine souveraineté. Qui dit pleine souveraineté dit reconnaissance diplomatique par la voie d'une ambassade. Donc, on crée l'ambassade en 2005, et dans la même année, on décide de vendre la Villa Trotti. Mais au final, même s'il n'y a plus la villa, l'ambassade est là. Donc Monaco, la principauté de Monaco est souveraine, mais alors, comme le dit la Constitution, je crois que c'est l'article 1er, dans le cadre de ses accords internationaux avec la France quand même. On est toujours souverain dans le cadre de ces accords. Quand on a pris des engagements, par exemple, la France est souveraine dans le cadre de ses engagements avec l'Union européenne ou avec ses alliés. On dit en règle générale que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Oui. En gros, nous, notre liberté s'arrête là où le droit de regard de la France commence quand même. Non, c'est pas ça. Non, vous aviez très bien commencé. La liberté s'arrête là où commence celle des autres, c'est en fait à la frontière. Monaco a accédé à la pleine souveraineté. Et voilà, et Monaco est maître de son destin. Après, il y a une réalité géographique, il y a aussi une réalité humaine. C'est-à-dire que pour la conduite de l'État ici, il y a un vivier humain qui existe, mais enfin qui n'est pas non plus sans limite. Et donc on a besoin de coopération. Monaco, ce qui est remarquable, c'est que Monaco arrive à remplir toutes les fonctions d'un État souverain, en fait avec très très peu de monde. Comment vous expliquez Monaco aux autorités françaises? Quand vous allez, je vois le président de la République, quand vous êtes amené à le rencontrer à l'Élysée ou quand vous êtes au Quai d'Orsay, et qu'on vous dit, bon, Daussonville, comment ça se passe à Monaco? Ils comprennent qu'on n'a pas le même logiciel ici, qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Quand on est un pays de 68 millions d'habitants ou de 40 000, dont à peine un quart de nationaux, et que tout le monde est allé à l'école ensemble, que tout le monde se voit au quotidien sur la place du marché, ils comprennent ça que c'est finalement un village avec les attributs d'un État souverain, mais c'est un village. Mon rôle, par exemple, peut être de répéter ce que vous venez de me dire à l'instant, et vous le dites bien, et donc vous me donnez les mots pour le dire à Paris. Mais voilà, mais par exemple, clairement, nous n'avons pas les mêmes institutions. Voilà, il y a une république d'un côté, il y a une monarchie héréditaire et réelle de l'autre, et malgré tout, la République française soutient cette monarchie héréditaire et réelle, mais qui est constitutionnelle, libérale et démocratique. Et je dirais que ça fonctionne en plus avec de l'affection, parce qu'il y a en fait une tradition d'amitié et d'affection, notamment de la part de nos chefs d'État, vis-à-vis de nos gouvernants en général, vis-à-vis du prince. Je dirais aussi que le prince y est pour beaucoup, parce qu'il sait faire naître cette affection. Il y a une forte proximité entre le chef de l'État français et le chef de l'État monégasque. Oui. Ça, c'était une de mes surprises ici. C'est qu'en fait, ils se voient souvent, parce qu'ils se voient lors des cérémonies, par exemple le 80e anniversaire de Libération, ça peut être lors des Jeux Olympiques, voilà, ça peut être en d'autres occasions. Et ils ont des occasions de se voir en tête-à-tête. On ne sait pas d'ailleurs toujours ce qu'ils se disent. Moi, ce qui m'a frappé en arrivant, c'était l'écoute réelle des autorités françaises au plus haut niveau,
des besoins de la principauté. Je prends l'exemple de la négociation d'association avec l'Union européenne. À aucun moment, la France ne s'est cru autorisée de dire à la principauté « vous devriez prendre telle option ou telle autre ». Nous avons aidé techniquement, nous avons attendu que le débat prenne sa maturité. Et quand j'ai posé la question en arrivant au Quai d'Orsay, je dis « mais c'est quoi notre position ?» On m'a dit, mais quelle que soit l'adhésion de Monaco, on sera à côté de Monaco. Ce qui, pour moi, est quand même la plus belle histoire d'amour. C'est quasiment une histoire d'amour. Ça, vous dites ça parce qu'il y a des caméras ou vous me diriez la même chose sans caméra? Je vous le dirais de toute façon. De toute façon, d'accord. Mais en plus, je le pense vraiment, parce que moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on me dise... Qu'il y ait des consignes. Oui, qu'il y ait des consignes. Est-ce que vous parliez de communauté de destin? Là, si jamais Monaco intégrait le giron européen, sur un strapontin, mais le giron européen, la communauté de destin entre la France et Monaco en prenait un coup, potentiellement. Elle aurait subsisté... elle était moins forte. Oui, je pense qu'elle aurait été moins forte par la géographie, par la proximité humaine, par la langue. Elle resterait substantielle. Et par ailleurs, par l'accord de défense. Il n'y a pas d'armée européenne. Nous sommes engagés, nous, à défendre le territoire de Monaco comme le nôtre. Je vois ce portrait du président de la République derrière vous, Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il va venir bientôt en principauté? Je sais que c'est une question qui vous est posée assez régulièrement. Il n'y a pas eu de visite d'État à Monaco depuis François Mitterrand en 1984. Les visites qui ont eu lieu entre-temps étaient des visites de travail ou officielles. Donc ça fait 40 ans. Nicolas Sarkozy est venu, François Hollande est venu. Mais ça n'était pas des visites d'État. Emmanuel Macron n'est jamais venu encore. Dans la visite d'État, vous passez une nuit sur place. En général, il y a la visite d'État de retour, donc c'est ce que moi j'espère aussi, c'est qu'une visite d'État du Prince à Paris, dans le format qui a été accordé au roi des Belges, c'est-à-dire les Champs-Élysées avec le pavillon monégasque, la grande escorte à cheval, le dîner d'État à l'Élysée, la nuit sur place, éventuellement une autre visite quelque part dans les territoires en France. J'espère ardemment que ce sera une visite d'État, c'est-à-dire le plus haut niveau protocolaire. Parce que c'est ça qui marque la reconnaissance de la souveraineté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois un hommage personnel rendu au prince, parce que ça ne se fait pas mécaniquement à tout le monde, mais ça veut dire aussi que dans la relation entre deux États, c'est la reconnaissance de la pleine souveraineté monégasque. Et ça veut dire... Ça, c'est votre objectif d'ambassadeur de France à Monaco? C'est d'avoir une visite d'État d'Emmanuel Macron à Monaco. À quelle échéance? Moi, je souhaiterais dans l'année qui vient. D'accord. Ça marquerait quand même les 20 ans du règne du prince Albert. Ah, bien sûr. Par ailleurs, dans la période un peu tumultueuse qu'a traversée Monaco aujourd'hui, avec les affaires du Rocher, pour parler clair, la liste grise, le rapport du Gréco, etc., c'est la marque de confiance, c'est la marque de soutien. Ça veut dire que nous, on s'implique aussi dans l'avenir de Monaco. On est là pour aider. C'est ça que ça veut dire, si le président vient à ce niveau. Et si on accueille le prince à Paris, en visite d'État, ça veut dire qu'on reste les meilleurs amis, je l'espère, de Monaco. C'est ça que ça veut dire. Et on le dit à la face du monde, on le dit devant le peuple français et devant le peuple monégasque. Ça veut dire qu'on n'est pas juste amis par beau temps. Absolument. Mais nous allons tout de même profiter du doux climat méditerranéen de la Principauté pour nous rendre dans l'un des lieux emblématiques de Monte-Carlo, les Terrasses du Soleil. Et un lieu privilégié, choisi par l'ambassade de France pour célébrer l'amitié franco-monégasque. C'est ici que vous organisez chaque année la réception du 14 juillet sur ces terrasses. Pourquoi vous avez choisi cet endroit? On fait depuis 2 ans, simplement, et on l'a choisi parce que, en fait, quelque part, ça résume la relation avec la France, parce qu'on a la salle Garnier, on a cet opéra de Monte-Carlo, qui est une sorte de clin d'œil avec l'opéra Garnier à Paris. C'est l'histoire musicale, c'est la relation franco-monégasque. Et puis il y a cette ouverture sur la mer, que je trouve absolument extraordinaire. Cet amphithéâtre qui est presque un amphithéâtre grec. On a la relation entre la mer, la montagne. On ne s'est pas trompé quand on a créé l'opéra ici. Et la mer, c'est ce qu'on a en partage. Alors c'est évidemment la défense des océans, c'est ce que fait le prince admirablement, mais c'est aussi la relation entre l'Italie, la France et Monaco. Donc je trouve que tout se retrouve ici dans une unité de lieu,
comme une tragédie grecque, et je trouve que c'est parfait pour célébrer notre fête nationale, grâce à la SBM, grâce à Stéphane Valéry, qui a la bonté de nous accueillir. Vous mentionnez la SBM, mais au dos de l'invitation pour le 14 juillet, on voit tous vos partenaires. Donc on voit Carrefour, on voit la SBM, il y a des établissements bancaires, etc. Est-ce que ça participe de la même logique de rationalisation ou d'optimisation, on va dire, économique, faire en sorte que la diplomatie française ne vive pas au-dessus de ses moyens? Oui, on fait attention, c'est-à-dire que pour garder un réseau universel, la France a choisi de garder des ambassades le plus largement possible. Donc, quand vous êtes en extension, à un moment donné, vous devez faire attention au coût de chaque représentation. Et le ministère des Affaires étrangères est un ministère qui est géré avec beaucoup de rigueur. On a aussi des crises. On a des coûts de rapatriement des communautés, on a des coûts de coopération, etc. Donc on fait attention. Et donc évidemment, les premières choses qu'on retire, ce sont les frais de réception. Le 14 juillet, on nous demande de se faire aider par des entreprises, en général des entreprises françaises dans le pays de résidence. Voilà, ici, on a la chance, et j'en remercie encore Stéphane Valéry, d'être aidé par la SBM qui nous accueille ici pour le 14 juillet, mais on a aussi d'autres entreprises, je pense à Carrefour, à la compagnie financière Edmond Rothschild, on a le GAN qui nous aide aussi, d'autres assurances. Et je ne vais pas vous laisser tous les placer. Voilà. Je voudrais les remercier parce que vous avez raison. Souvent on ne remercie pas assez ces mécènes. Alors ceux que vous avez également souhaité remercier lors de votre discours le 14 juillet, ça m'a frappé. Oui. Ce sont tous les Français qui travaillent ici. Vous avez voulu mettre l'accent sur les magistrats. Ils sont 2/3 de Français. À Monaco, les professeurs, je crois qu'on est de l'ordre de 70%. La force publique, donc les carabiniers, les pompiers, les policiers, je crois qu'on est de l'ordre de 95%. Et vous avez dit ça 3 fois, que ferions-nous sans vous? Ce que moi j'ai entendu, c'est que vous, les Monégasques, feriez-vous sans nous, les Français? C'est ça que vous dites? Non, moi je dis nous parce que communauté de destin. Donc nous, Monégasques, nous, Français à Monaco, nous, l'État français représenté à Monaco, le sujet est le même. C'est comment on fait tourner tout ça. Or, comme partout, il y a souvent des gens qui ont un rôle essentiel dont on ne parle pas assez. Il faut les remercier. Nos salariés français du privé, il faut les remercier et dire qu'ils ont une contribution à l'économie monégasque qui est essentielle. Donc on est reconnaissant de la création d'emplois en France, mais on est aussi conscient que sans eux, l'économie monégasque tournerait moins bien. Les salariés du public aussi jouent souvent discrètement un rôle essentiel. Prenez l'exemple des magistrats qui ne sont pas très nombreux, 2/3 de magistrats. Ces magistrats, on en a besoin aussi en France. Les enseignants... Donc c'est un effort que vous faites? Oui, la relation, c'est une relation de soutien et d'ouverture. Je prends 2 exemples. L'union douanière. Monaco est en union douanière grâce à la relation avec la France. Donc en fait, ça lui permet d'accéder au marché unique européen, en tout cas sur le territoire français et en fait plus largement, mais grâce à cette relation bilatérale. Ça, c'est pas de la protection, c'est de l'ouverture qu'apporte la France. La monnaie unique, c'est pas venu comme ça, l'euro, parce qu'un soir de négociation, on s'est dit, tiens... on va inclure Monaco. Voilà. Non, c'est parce qu'en fait, il y avait un droit de monnaie depuis Louis XIV, et il y a eu une unité monétaire, en tout cas, si j'ai bien compris, et que donc, on a simplement appliqué à l'euro ce qui se faisait entre nos 2 pays depuis très longtemps. Et ça, c'est pas une protection, c'est une ouverture et un soutien. Ce qui nous amène au thème de l'amitié. Oui. Ça veut dire quoi, l'amitié, entre 2 pays, comme la France et Monaco? Entre amis, est-ce qu'on se dit tout? Entre amis, est-ce qu'on se mêle des affaires de l'un ou de l'autre? Est-ce que la France se mêle des affaires de Monaco? Je sais qu'on utilise beaucoup le mot amitié entre les peuples en diplomatie, mais tous ne sont pas amis. Il y a une certitude, c'est l'amitié entre la France et Monaco. C'est une réalité, je dirais presque charnelle, humaine. Entre amis, on peut se dire les choses. On doit se le dire avec délicatesse. On doit se le dire en respectant l'identité de l'autre. On doit se le dire sans chercher non plus à prendre une sorte d'autorité sur l'autre. On doit, respecter la libre décision de l'autre et sa libre destinée. Il me semble que c'est ça, l'amitié. Vous parliez de l'Europe tout à l'heure. Vous disiez, par rapport à l'accord d'association, quand vous avez dit au Quai d'Orsay, quoi qu'il arrive, on soutiendra
Oui. Monaco et on ira dans le sens de ce que veut Monaco. C'est le Quai d'Orsay qui me l'a dit à moi. C'est le Quai d'Orsay Oui. qui vous l'a dit à vous. Ce sont mes instructions. Donc ça veut dire, Oui. quoi qu'il arrive, on suit. Oui. Être un ami, ça veut dire respecter le choix de l'autre, quoi qu'il fasse, ou être un ami, c'est, à un moment donné, quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous dites à votre ami, non, ça, tu ne peux pas faire ça comme ça. Je suis d'accord avec vous. À un moment donné, dans une relation d'amitié, si vous voyez que la personne, une autre personne, votre ami, peut sortir d'une certaine voie et se mettre en danger ou mettre d'autres en danger, là, vous avez devoir de le dire. D'accord. Donc, si vous aviez quelque chose qui était manifestement contraire au droit international ou à notre relation, en tant qu'ami, on a le droit et le devoir de le dire. Et d'ailleurs, dans les deux sens. C'est-à-dire que Monaco pourrait le dire aussi à la France. Vraiment? Mais bien sûr, Oui. bien sûr. Et d'ailleurs, ça arrive. Et on serait écouté? Oh, je crois que oui. Beaucoup. Je crois que Monaco est très écouté. Et d'ailleurs, Monaco a la possibilité, par la personne du prince, d'être écouté au plus haut niveau de l'État. Est-ce que vous avez, en tant que Français, des inquiétudes, des craintes liées à Monaco? Parce que la France s'est toujours posé des questions. Vous parliez de l'histoire, même au XXe siècle. À un moment donné, les Français se sont dit, est-ce que Monaco ne va pas devenir une base pour les sous-marins allemands? Oui. Dans les années 60, Oui. la France s'est dit, est-ce que Monaco ne va pas devenir une base américaine avec des espions de la CIA? Est-ce que vous avez aujourd'hui des craintes pour Monaco? Alors, la base de sous-marins allemands ou la base américaine, C'est plus le cas. Aujourd'hui écarter les hypothèses. En plus, vous avez remarqué qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place pour accueillir une base américaine. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus des hypothèses. Et pour le dire en positif, ce que nous espérons d'abord, c'est la sortie de la liste grise dans la lutte contre le blanchiment. Si possible dans les 2 ans, en tout cas assez vite, et que donc Monaco, et c'est le cas, il y a cette détermination qu'on sent, réunissent tous les moyens pour sortir de cette liste grise. Ça, nous le souhaitons sincèrement pour Monaco. Notre inquiétude, par ailleurs, mais ça c'est plus une hypothèse d'école, ce serait que si un jour il y avait une déstabilisation de la principauté, c'est-à-dire du régime principiste ici, notre crainte, ce serait qu'il puisse y avoir une sorte de dérive, c'est-à-dire moins de capacité d'arbitrage, et que là, il y ait toutes sortes de réseaux qui viennent se greffer sur la communauté, peut-être des réseaux mafieux par exemple, et ce serait une inquiétude pour la France parce qu'on est dans cette enclave territoriale. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle la France soutient le prince et est rassurée de voir le prince solide. La relation forte entre la France et Monaco repose sur le prince et sur le soutien du prince. Le prince est au cœur de la relation franco-monégasque et ce depuis le traité de Péronne en 1641 qui reconnaît formellement la souveraineté de Monaco par la présence d'une garnison française placée sous l'autorité du prince. À l'époque, dans un contexte de rivalité entre la France et l'Espagne, Monaco apparaissait aux yeux de la France comme tête de pont vers l'Italie. Mais aujourd'hui, quel intérêt la principauté représente-t-elle aux yeux de Paris? Est-ce une porte d'entrée pour de grandes fortunes étrangères? C'est certain que Monaco aujourd'hui, à une échelle mondiale, est un des points, on dit un hub aujourd'hui, d'accueil, de concentration d'une élite de fortune et d'entreprise qu'on va retrouver aussi à Singapour, à Abu Dhabi, Dubaï, peut-être à New York aussi. Et qui est extrêmement, ou à Hong Kong peut-être, et qui est extrêmement intéressante. C'est une chance, c'est pas un caillou dans la chaussure. C'est pas ce pays qui a une fiscalité douce, etc., et qui fait du dumping par rapport à nous. Non, parce que il n'y a aucune stratégie nationale française de concurrence de Monaco en termes d'attractivité de grandes fortunes. Donc on n'est pas dans les mêmes stratégies, au contraire. Et on préfère les voir ici, en tout cas quand ce sont des grandes fortunes saines. On préfère les voir ici au bord de la Méditerranée et en bordure du territoire. Et en fait, il faudrait qu'on aille au bout du raisonnement en les intéressant, avec l'appui des autorités monégasques, vers des décisions d'investir en entreprise en France. À quoi vous sert finalement Monaco? C'est le premier employeur des Alpes-Maritimes, donc c'est 40 000 emplois. Oui, mais c'est ça que vous voyez ou vous voyez autre chose? Non, le grand atout de Monaco, c'est d'être un État qui a une voix aux Nations Unies.
D'accord. Et dont le prince siège au Comité olympique international. Une voie qui peut s'allier à la vôtre. Ben oui, absolument. Et alors là, pour le coup, avec un traité qui prévoit qu'on ne doit pas avoir d'opposition fondamentale. Et donc on se retrouve sur les votes à 90%, on est aligné sur les votes aux Nations Unies. Et c'est normal aussi, parce qu'on a une vision du monde partagée. Donc ça, c'est un vrai atout aujourd'hui pour la France, d'avoir un ami avec qui on a ce partage de la vision du monde. Si jamais Monaco ne vote pas comme la France veut? Ben, si ce n'est pas sur un intérêt fondamental, il n'y a pas de problème. Si c'est un intérêt fondamental, là, oui, il y a un sujet. On poursuit la discussion. Ben, on poursuit la discussion, mais c'est normal, parce que je ne sais pas, moi, si par exemple Monaco partait sur une politique pro-russe, au moment où on a une guerre en Ukraine, oui, on aurait un sujet de discussion. Et qui serait très logique. Vous ne pouvez pas donner une garantie de sécurité, c'est en fait un traité de défense, à un ami qui vous dit, ben, finalement, je fais exactement le contraire. Ou alors à ce moment-là, il ne faut pas garder la garantie de sécurité. Donc ça, c'est logique, en fait. Et ça fait partie de discussions franches. Mais on aurait les mêmes discussions entre alliés à l'OTAN. On les a au sein de l'Union européenne aussi. Imaginons qu'en France, quand on voit l'instabilité politique, imaginons qu'en France, l'extrême gauche ou l'extrême droite ou l'extrême gauche prennent le pouvoir. Je ne pense pas qu'ils soient tous très favorables au fonctionnement d'un État comme Monaco. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que ce serait de nature à rebattre les cartes et à changer la relation et la bienveillance de la France envers Monaco? La relation diplomatique de la France, elle est d'État à État. Donc les traités restent les mêmes et les obligations des traités restent les mêmes. Tout à l'heure, vous voyiez les traités comme une sorte de protection de Monaco, ce qu'elle n'est pas. En réalité, c'est une protection de la relation. C'est-à-dire que les obligations de la France vis-à-vis de Monaco restent les mêmes. Et Monaco serait fondé en droit international à dire à la France, vous avez signé des traités, vous devez maintenir vos obligations. Bien sûr, il y a des relations de gouvernement à gouvernement qui sont plus ou moins faciles, mais les États ont la vie longue. Les États ont la vie longue et l'état d'imbrication, de communion entre la principauté et la République est gravé, aussi bien dans la géographie que dans les traités. Jean de Sonville l'a très bien compris et sait très bien le faire comprendre.